à tous les écosiens, bonjour à toutes les écosiennes. C'est JB pour The Ecos Tour, le podcast de l'UPC sur les écos. On est encore aujourd'hui au musée de l'histoire de la médecine et j'ai la chance de recevoir le professeur Tristan Miraud. Bonsoir Tristan. Bonsoir Jean-Baptiste. Enfin, c'est pas du tout le soir d'ailleurs. Bonjour Tristan. Bonjour Jean-Baptiste. Tristan Miraud qui est donc PUPH de médecine vasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou. Membre du groupe de travail ECOS à UPC et puis membre du conseil scientifique en médecine, donc très impliqué finalement dans ces ECOS et leurs organisations au niveau que ce soit de la fac mais aussi national. J'ai bon? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, on va cuisiner un peu aujourd'hui sur ça et sur toutes les petites questions que les étudiants pourraient nous poser sur ce qu'on peut faire, pas faire, quelles sont les règles, quelles sont les fausses règles, celles que tout le monde pense et qui finalement sont des idées reçues. Prêt pour le quiz. C'est parti pour le quiz. Première question, ça serait plutôt, est-ce que cette année, il y a des nouveautés, des choses qui n'étaient pas possibles avant, qui sont possibles maintenant? On a vu arriver l'année dernière, par exemple, des vidéos. Est-ce qu'il y a des nouveautés Non, il y aura une stabilité parfaite entre les ECOS 2026 nationaux et les ECOS 2025. Donc le même nombre de stations avec PS ou PSS. D'accord. De la vidéo possiblement, des iconographies sur tablette. Pas d'examen physique des PS ou des PSS, donc la même chose. Donc on ne change rien, on garde les mêmes habitudes, tout ce qu'on vous aura fait travailler en CCC, en ED, on reste là-dessus. Du coup j'enchaîne sur une question qu'on se pose souvent sur les examens cliniques justement, tant qu'on ne peut pas examiner les PS, est-ce qu'on peut faire décrire un examen clinique ou est-ce que c'est pas utile finalement, on ne le fait pas? Non, alors vraiment l'esprit de l'ECOS, c'est d'être au plus proche d'une situation clinique de vraie vie. Donc soit dans une chambre avec un examen physique, soit en consultation avec un interrogatoire. Et donc on se freine toujours de faire des choses un peu artificielles, qui seraient effectivement de faire un examen clinique sans vraiment examiner, etc. Donc il faut rester serein et simple, c'est vraiment au plus proche, le plus collé possible du terrain. De la réalité. Voilà. Donc si on ne peut pas examiner, on ne peut pas examiner. Et par contre, maintenant, on peut mettre des vidéos. Est-ce qu'on peut imaginer des interprétations d'un examen clinique en vidéo? Est-ce que c'est trop tiré par les cheveux? Exactement. La vidéo, l'avantage de l'iconographie, c'est qu'effectivement, on a quelque chose de dynamique. Donc on peut voir de la sémiologie. On pourrait imaginer par exemple un enfant filmé avec un balancement thoraco-abdominal, ce qu'on ne peut évidemment pas avoir avec un enfant PS, ou alors pas le nombre suffisant pour faire l'ensemble des épreuves sur la France. Mais là, on pourrait l'avoir avec une minute de vidéo. On peut avoir effectivement une interaction aussi. Par exemple, on peut imaginer les stations de psychiatrie. C'est évidemment pas évident d'avoir des épisodes de délirants psychotiques aigus, mais on pourrait imaginer avoir le tournage d'une consultation avec une personne, ou par exemple un épisode de maniaque. Voilà. Donc l'intérêt de la vidéo, c'est vraiment de pouvoir avoir quelque chose qui sera du coup homogène dans tous les sites du FR sur des choses difficiles à avoir avec des participants standardisés. Ouais, ça c'est un très bon point. Je rebondis sur la vidéo et sur, tu as dit 1 minute tout à l'heure. Aux ECOS nationaux, l'année dernière, c'était 3. Qu'est-ce que tu conseilles aux étudiants face à des vidéos qui peuvent être un peu longues? Elles sont longues pour tout le monde, donc tout le monde est logé à la même enseigne, mais quels sont les réflexes à avoir? Habituellement, il est écrit la durée de la vidéo. D'accord. Ensuite, s'il y a des dialogues qui sont sous-titrés, il ne faut pas lire sur les lèvres, tout est fait pour. Et puis, évidemment, la vidéo, elle est la plus courte possible. L'an dernier, peut-être qu'effectivement, ils ont eu l'impression qu'elle était trop longue. Donc, ce qu'on peut conseiller, normalement, on peut au moins la visionner 2 fois dans une station de 8 minutes. Donc, on peut conseiller soit de la visionner et de faire des pauses et de décrire au fur et à mesure, soit de la voir une première fois et puis la deuxième fois de faire des pauses en touchant la tablette, tout simplement. Au fur et à mesure, comme on le fait avec les vidéos qu'on regarde à la maison. Ça marche, très bien. Je passe aux stations avec PSS. Aujourd'hui, la plupart du temps, c'est une infirmière, le PSS. Est-ce que ça peut être un autre personnel de santé? Alors, dans les textes réglementaires, ça peut être tout professionnel de santé. En pratique, il faut bien imaginer que c'est quand même une organisation très lourde, les ECOS. Le nombre d'étudiants est à peu près le même que pour les EDN, sauf que le nombre de personnes mobilisées est beaucoup plus nombreux, et notamment mobilisées dans toutes les UFR, par exemple, je ne sais pas, des kinés, des masseurs kinésithérapeutes. C'est un peu compliqué, en tout cas à l'heure actuelle. Donc pour l'instant, pour faciliter la mise en place partout,
Puis je rappelle qu'il y a la seule nouveauté, mais ça ne concerne pas les modalités de passage, mais la nouveauté des Écosses 2026, c'est que les territoires d'outre-mer nous rejoignent. Donc oui. Ils auront lieu en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion. Pour eux, c'est la première fois qu'ils font les Écosses nationaux, donc on ne pouvait pas non plus trop mettre de nouveautés. Ils ont eu l'habitude de s'entraîner avec des personnels infirmiers. Donc cette année encore, ce sera une station PSS avec un infirmier ou une infirmière. Parce que forcément, si c'est PSS infirmier, le PSS est vraiment infirmier ou vraiment infirmière. C'est pas un acteur, c'est pas un. Ça, c'est réglementaire, effectivement. Il faut que ce soit un ou une professionnelle de santé qui joue vraiment son rôle. Ok. Et sinon, ça aurait pu être donc un kiné ou une sage-femme. Tout à l'heure, on parlait de gynéco. Tout à fait. On pourrait très bien imaginer à l'avenir sage-femme. J'entendais aussi dans un autre podcast sur la rhumatologie les masseurs-kinésithérapeutes. On pourrait imaginer les orthophonistes. On peut imaginer des diététiciens, diététiciennes, par exemple, sur une station de dénutrition, ça pourrait très bien. Ça pourrait très bien. Ça serait de la vraie vie, voilà. Bien sûr. Ok, donc voilà. Pour les PSS, pour l'instant, on reste sur l'infirmière cette année. Mais comme ce podcast, vous allez le regarder pendant des années, peut-être que ça va changer. On vous préviendra quand ça changera. On vous préviendra, on fera un petit touc quand ça va changer. Très bien. Oui, sur les stations procédurales, est-ce qu'il y a une liste finalement des gestes qui peuvent être faits? Alors pour l'instant, il y a un guide du candidat et un guide de la candidate pour les Écosses, qui est toujours publié sur la plateforme du Centre national de gestion, le CNG, qui explique exactement le fonctionnement de l'Écosse, l'épreuve, 5 stations le premier jour, 5 stations le deuxième jour, un jour de réserve s'il se passe quelque chose sur un des 2 jours, et les matériels qui seront potentiellement utilisés lors de ces stations. Et donc, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, mais tout ça, ce sera rédigé dans le guide du candidat et de la candidate. Donc, au fur et à mesure, si ça change, ça sera écrit. Si des choses changent, ça sera écrit là. Parce que, par exemple, donc, ça ne sera pas pour cette année, il n'y aura pas de nouveauté, mais est-ce qu'on pourrait imaginer dans le futur des stations un peu séquentielles? Parce que pour l'instant, c'est monobloc, j'ai envie de dire. On a toutes les informations dès le départ, modulo l'interrogatoire. Est-ce qu'on pourrait plus tard imaginer des stations séquentielles ou c'est trop compliqué à mettre en œuvre? Qu'est-ce que c'est séquentiel? C'est séquentiel, c'est qu'il y a une première partie qui va amener à un résultat, à une écono, une bio qui arriverait et derrière on enchaîne. Ce qui est compliqué, il y a deux aspects. L'objectif, c'est quand même évidemment l'homogénéité de l'épreuve pour l'ensemble des stations de toute la France, et ça en fait des milliers de stations. Et il faut donc que ce qu'on appelle peut-être les relances aussi, soit bien faite systématiquement. Et donc ça, c'est pas encore bien maîtrisé, il n'y a pas une acculturation, vous voyez, parce qu'il faut que la relance elle soit sur un mot-clé ou en tout cas une notion clé. Et donc pour l'instant, on ne se permet pas cela parce que c'est prendre trop de risques, à notre sens, d'avoir des relances faites, des relances pas faites, etc. Après, ce qui peut être vu aussi, c'est des documents qu'il faut retourner au fur et à mesure. On pourrait imaginer un document A, un document B, un document C. On ne peut retourner B et C qu'après avoir vu le A. Là, l'autre difficulté, c'est pour les examinateurs et les examinatrices d'être sûrs de ne pas accorder des items qui n'étaient pas censés être donnés sans qu'on ait vu le B ou le C. Enfin, voilà. Et là aussi, ce n'est pas encore évident d'être sûr que tout le monde fasse pareil. Donc, pour l'instant, c'est des hypothèses, des options. Mais on préfère en fait partir d'une station où toutes les choses sont au début et puis après les candidats font leur station. Donc pour pas de problème d'équité, pas de rupture d'équité, on a toutes les informations au début, vous n'aurez pas de surprise en cours de station. Et normalement sur les vignettes de départ, il y a marqué le nombre de documents que vous devez avoir. Exactement. Et si ce n'est pas dans la pièce, il faut tout de suite le signaler. Voilà, ça c'est un conseil vraiment qu'on peut donner aux étudiants et aux étudiantes du PCT, c'est que d'abord il faut être le plus naturel possible. Donc, quand vous rentrez, vous saluez tout le monde. S'il y a un ou une PS, vous dites bonjour. Et vous pouvez très bien dire que vous allez prendre quelques minutes pour prendre connaissance de l'observation, je ne sais pas, de la vignette. Enfin, ça, ce n'est pas du tout décompté, ce n'est pas une attitude qui est réprimée du tout. Si vous expliquez clairement comment va se passer votre station, votre consultation finalement, le plus naturellement possible, ça va. Donc les documents, effectivement, ils sont écrits sur la vignette, le nombre de pages, donc vous pouvez tout à fait vérifier en arrivant que vous avez bien tout sur la table. Vous pouvez les recompter, comparer avec la vignette que tout est bien là. Vous pouvez expliquer, si c'est une station dite sèche, sans PS ni PSS, que vous prenez du temps pour bien lire les documents, que pour l'instant vous réfléchissez à voix haute par exemple, et qu'après vous allez
resynthétiser tout cela. Tout ça pour dire aux examinateurs, même si eux ont pour consigne de ne pas interagir avec vous, hein, donc ils ne vont pas vous répondre, ils ne vont pas faire de signes, ils ne vont pas vous dire « d'accord, allez-y ». Vous pouvez très bien vraiment mettre à l'aise tout le monde en fait. Je pense qu'il n'y a rien de pire pour les examinateurs et examinatrices que de voir l'étudiant stressé, être mouillé comme une carpe, et puis à un moment donné donner quelques mots-clés alors qu'on imagine que ça réfléchissait beaucoup dans sa tête. Donc allez-y, parlez. On dit think aloud, donc c'est penser à voix haute, mais au début vous pouvez être un peu brouillon, et puis si on voit que vous structurez les choses, finalement, c'est tout à votre avantage. Ça m'amène plusieurs questions. La première, c'est sur le mot brouillon. Ils ont le droit d'avoir un brouillon. Tout à fait, sur les 100 PS ni PSS, souvent, en fait, 8 minutes, c'est long, moi j'ai l'impression. Est-ce que tu leur conseilles de justement prendre 30 secondes, 1 minute, de faire un brouillon, d'organiser leurs idées exactement. Et de dérouler? Le temps qui défile est bien affiché dans les stations. Hein. En France, il y a plusieurs modalités. Hein. Il peut y avoir des chronomètres, il peut y avoir des tablettes qui affichent le temps ou des pendules. Donc vous savez parfaitement si vous vous rapprochez de la fin de la station ou pas. Et donc divisez votre station en 3 par exemple. Vous prenez 2 minutes ou 3 minutes maximum juste pour coucher sur le brouillon vos idées. Grosso modo, vous avez quand même une idée en lisant la vignette de ce vers quoi vous allez. Hein. Donc vous pouvez noter 2-3 petites choses qui tout de suite vous passent par l'esprit, ou des petits points que vous dites, il ne va pas falloir que j'oublie ça, par exemple. Ensuite, vous prenez parfaitement connaissance des documents. Vous ne pouvez pas surligner les documents. Ils sont sous blister, ils sont sous plastique. Donc vous notez sur votre brouillon. Et puis après, effectivement, vous classez, vous raisonnez. Vous pouvez vous reprendre, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, vous gardez 1 à 2 minutes à la fin pour avoir un peu une zone tampon pour la petite lumière qui arrive à la toute fin. Récapituler un peu tout, si on a un peu de temps, ça permet de faire ressortir des idées peut-être. Oui, et de classer, hein, c'est toujours bien vu hein, dans les échelles d'attitude et communication. Par exemple, il y a structure bien son exposé. Donc évidemment, si vous avez déjà dit les choses, mais que vous les restructurez en repositionnant bien, souvent, par exemple, il y a donner votre diagnostic en l'argumentant. Donc, vous posez le diagnostic et puis vous mettez bien en face tous les arguments qui vont pour. N'oubliez pas, il y a les arguments positifs, mais il y a aussi des arguments négatifs, c'est-à-dire je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, c'est en faveur de ce diagnostic, ça va plutôt en défaveur d'un autre diagnostic différentiel. Si on vous dit, voilà, donnez votre hypothèse en l'argumentant, puis les examens complémentaires pour la justifier, vous pouvez à la fin restructurer tout ça exactement dans le bon ordre, parce qu'effectivement, vous avez tout couché comme il faut. Et dans l'hypothèse où un étudiant se rend compte en cours de station qu'il a fait une erreur, il a dit une bêtise, c'est quoi la meilleure façon de le présenter? Dire. Comme face à un patient finalement. Exactement, moi c'est ce que j'arrête pas de dire, et les stations sont quand même très construites comme cela. Hein. Je ne peux qu'inciter tout le monde à aller dans des consultations, de demander même à faire des consultations, parce que des fois en fait, ou même il y a des questions qui arrivent au bout de 2 ou 3 minutes parce qu'on a une réponse qui finalement refait repartir un peu au début pour mieux comprendre. Donc si on a pris une fausse piste, on peut tout à fait verbaliser. Au vu des nouveaux éléments, je pense plutôt à ceci, cela, et en l'argumentant, toujours pareil. Vous dites tout à l'heure, je pensais que, mais j'avais oublié ceci, cela. Maintenant, mon hypothèse principale, c'est celle-ci, parce que tac, tac, tac. Et on se rattrape. Exactement. Mais comme on fait nous et toi, oui, bien sûr, dans la vraie vie. Avec les personnes qui viennent. Voilà. Et du coup, un des conseils aussi, c'est de bien lire de A à Z la vignette avec les vous devez et vous ne devez pas. C'est classique, exactement, ça, il y a toutes les vignettes ont des vous ne devez pas. Parce que vous devez, c'est un peu facile, on pourrait se dire que la liste est très longue, mais les vous ne devez pas, n'y allez pas. Je ne peux pas vous dire autrement. Il y a 0 point compté sur cela. Donc si on vous dit ne pas prescrire d'examen complémentaire, il n'y a pas d'examen complémentaire attendu dans les items de la grille. Donc focalisez-vous sur les vous devez et regardez bien, en fait pour moi je dis que ça définit le périmètre ou la carte de géographie sur laquelle on vous attend. On explique aussi très bien qu'une consultation dure beaucoup plus longtemps que la station. Donc forcément c'est un moment donné, on peut être au tout début à l'interrogatoire, on peut être au moment où on fait une synthèse avec un diagnostic, on peut être un moment où on explique un diagnostic, on peut être un moment où on prescrit des examens, on peut être un moment où on récupère des examens. Et jamais on peut faire de A à Z. Donc les vous devez, vous ne devez pas, en fait, ça vous donne la fenêtre, le cadre dans lequel vous allez vous positionner. Vous connaissez l'item par cœur, mais il va falloir trouver dans l'item finalement quelles sont les parties pertinentes ou quelles sont celles qui, même si vous les savez, ce n'est pas utile aujourd'hui de les donner. D'accord.
Moi aussi, je suis désorganisé. Je reviens à une question sur les PSS. Est-ce qu'on peut tutoyer un PSS quand on rentre dans une station, comme on Je ferait ne avec une recommanderais infirmière? pas. Non, ok. Je pense que dans les items d'attitude et communication, C'est ça. on attend de vous quand même quelque chose de professionnel. Alors certes, on peut tutoyer des professionnels de santé Qu'on connaît qu'on bien. côtoie au quotidien, mais parfois on a aussi des personnes qu'on ne connaît pas. Et je pense que pour le bien de la station, pour que tout le monde soit quand même à l'aise, qu'il y ait un peu cette distance de professionnel. Hein. Ce n'est pas notre copine, ce n'est pas notre ami ou notre copain, notre ami. Le vouvoiement est plutôt de bon ton. Après, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui va être pénalisant. C'est juste prendre l'habitude plutôt de vouvoyer. D'accord, très bien. Et une notion qui parfois n'est pas tout à fait claire pour tout le monde. Les étudiants, quand ils passent les COS, ils sont internes. Finalement, ils doivent être internes comme un interne de premier jour, de premier semestre. Ils peuvent être internes en spécialité, mais pas internes de la spécialité. Oui, ça c'est simplement parce que donc on vous met dans une situation clinique que vous allez rencontrer normalement dans les premiers mois de votre internat, les premières années de votre internat, et vous toutes et tous allez choisir des spécialités différentes. Donc on n'empêche personne d'être en revanche dans un service de gynécologie obstétrique quand on a choisi anesthésie-réanimation. De même, on peut tout à fait être au cabinet de médecine de ville quand on a fait une spécialité chirurgicale, par exemple, parce que ça peut arriver dans les terrains de stage d'être en ambulatoire ou dans une maison pluridisciplinaire de santé. Donc ça, c'est important, c'est qu'on ne vous affuble pas d'une spécialité, donc on ne vous demande pas d'être le spécialiste de neurologie. En revanche, vous êtes en 3e cycle d'études médicales, dans la spécialité que vous avez choisie, mais vous pouvez être dans un service de neurologie. Et là, à ce moment-là, vous avez des choses que vous devez savoir, comme tous les médecins en fait. Hein. C'est le socle commun qu'on attend de vous. Du premier jour de l'internat de chacun. Voilà. Je vais te mettre la casquette médecine vasculaire aussi, petit peu. Les SDD en médecine vasculaire, qu'est-ce que c'est finalement? Alors les SDD en médecine vasculaire, il y a une SDD acrosyndrome qui est tombée l'an dernier d'ailleurs. Donc ça tombe. Une station avec une PS. Il y a la douleur de membre, alors qui est très vaste, parce que la douleur de membre, on peut y mettre la dermohypodermite bactérienne, on peut y mettre la thrombose veineuse profonde, on peut y mettre l'ischémie aiguë de jambe, on peut y mettre la claudication. Il doit également y avoir œdème des membres inférieurs, il y a jambes lourdes, donc tout ça c'est plutôt l'insuffisance veineuse chronique ou la thrombose veineuse profonde. Voilà, et puis après, ça c'est plus la maladie veineuse thrombolytique, pneumologue, mais dyspnée évidemment, pour l'embolie pulmonaire, qu'on peut tout à fait avoir avec une thrombose veineuse profonde associée. D'accord. Deux questions un peu bateau pour terminer. La première, c'est quoi une bonne station d'Écosse? Déjà, une bonne. Alors, si. Pour moi qui travaille donc, au Conseil scientifique en médecine et puis qui suis aussi membre du jury national, une station d'Écosse. Et pour l'instant, ça nous est arrivé. Donc, on a déjà fait 2 campagnes d'Écosse. Donc, il y a eu 20 stations au total. Ouais. Il y a eu 19 stations où il y a eu 20 sur 20. Okay. Et il y a eu une station le dernier où il y a eu 19,96. Et donc, une bonne station, déjà, c'est que un ou une étudiante de 2e cycle peut la réussir. Ouais. Et 20 sur 20, c'est que c'est vraiment la note parfaite, même dans les attitudes et communications, avec 2 examinateurs qui ont noté. Donc, c'est la grille parfaite de A à Z pour les 2 examinateurs et examinatrices. Donc ça, déjà, ça veut bien dire que c'est des stations réalisables. Parce que, évidemment, le but, c'est jamais de piéger, de mettre en difficulté, c'est de bien montrer que c'est la vie courante pour un niveau attendu de quelqu'un qui rentre en 3e cycle. Ensuite, une bonne station, c'est justement, comme on le disait, très inscrit dans la réalité. C'est pas du tout quelque chose où on commence à faire des nœuds, à prendre la situation à l'envers, pas du tout. On essaie toujours d'être dans le bon sens aussi, c'est-à-dire de ne pas avoir une conclusion sur des examens complémentaires sans avoir les informations de l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne commence jamais par un résultat d'un examen sans connaître la personne ou son histoire. Donc on a toujours cette séquence, toujours dans l'ordre. Une bonne station, c'est aussi quelque chose qui n'est pas trop vaste, on en a parlé. Une bonne station, elle doit pouvoir tenir 8 minutes et donc se focaliser à un moment donné. Une bonne station, ça aborde un domaine, voire 2 domaines, mais pas plus. Voilà. Ok, non mais très bien.
Et la dernière, du coup, c'est quel conseil tu donnerais à nos étudiants? Là, il leur reste 3-4 mois avant le jour J. Qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant? En fait, je pense vraiment que ce qui réussit dans les échos, c'est d'être assez à l'aise dans la communication, dans l'attitude, soit en face d'un PS ou d'une PS, mais même devant des examinateurs, examinatrices, quand on a une station sèche, c'est de ne pas perdre ses moyens et d'avoir donc une certaine confiance en soi. Et ça, on l'acquiert, je pense vraiment, en multipliant un peu les confrontations en consultation. Je pense que la consultation, c'est vraiment le lieu idéal. C'est beaucoup plus proche d'une station d'écho que de la chambre d'hospitalisation, parce que les patients et les patientes sont allongés, ils ne sont pas en grande forme généralement. Donc n'hésitez vraiment pas à investir les consultations. Il y a quand même des milliers de consultations tous les jours partout dans vos hôpitaux. Donc soit vous accompagnez quelqu'un, soit même on peut vous laisser en fait voir par exemple les premières fois et puis après le senior reprend avec vous. Donc demander à faire des consultations, c'est le meilleur moyen je trouve de travailler en fait son langage aussi, la manière dont on pose les questions, dont on est à l'aise avec quelqu'un. Parfois on reformule, on relance par rapport à une réponse. Et ça se voit tout de suite. Les examinateurs et examinatrices, ils repèrent tout de suite dans les attitudes et communications celui ou celle qui finalement, on se dit, il a déjà fait combien de consultations auparavant, c'est pas possible, mais ça se repère tout de suite. Alors que quelqu'un qui est très timoré, fermé sur soi, qui connaît beaucoup de choses, ce ne sera pas bien valorisé. Et d'ailleurs, je pense que c'était le but des échos finalement, ça a été de vraiment mettre en situation versus avant mettre des mots-clés. Et d'ailleurs, on voit que ça rebalance un peu les EDN. Les classements. Alors, les extrémas sont toujours un peu aux extrémas, mais le ventre mou qu'on appelle au milieu, il y a des mouvements de classement assez importants. On n'a pas encore l'analyse fine pour démontrer que c'est lié à ce comportement. Mais on ne peut que penser que c'est effectivement la capacité à mobiliser ses connaissances dans une situation clinique. Et ça, c'est vraiment capital en ce moment-là, de se préparer en se mettant en situation. Et puis, on voit bien si on sait, si on ne sait pas. Et quand on ne sait pas aussi, il faut savoir le dire, parce que c'est toujours bien perçu, finalement, nous-mêmes, qu'on ne connaît pas. Et donc, si on le dit à quelqu'un, si un PS, par exemple, on lui dit, parce que ça crée un climat de confiance. En fait. Clairement, oui. Voilà. On ne ment pas aux patients et on ne ment pas aux examinateurs, s'il vous plaît. Ok, je crois que c'est très clair. Merci beaucoup pour tous ces conseils, tous ces trucs et astuces. Pas de souci. Il ne vous reste plus qu'à aller en stage pour faire des consultations. Donc le matin, les stages, les consultations. L'après-midi, vous révisez les ED échos. Enfin, vous faites des échos entre vous si vous voulez. Mais le stage, ça a toujours une place, je pense, pour vous dans la préparation. Je vous souhaite beaucoup de courage et puis à très bientôt. Ciao! Au revoir.